Mais cette idée de dire il ne faut pas parler de race et quand on parle de race on est raciste et en fait la façon de régler la question c'est de ne pas en parler, pendant longtemps ça n'a pas concerné que le monde politique, ça a aussi concerné la recherche. Et donc on ne parlait pas de ces questions, on ne nommait pas ces questions. Donc on utilise race au singulier, comme on utilise classe au singulier et comme on utilise genre au singulier, parce qu'on désigne par là non pas des groupes de personnes, mais un rapport de pouvoir. L'intersectionnalité, elle est porteuse d'un projet aussi politique. Les travaux de sciences sociales, dans la mesure où ils offrent une critique de la façon dont se passent les choses socialement, ils sont aussi porteurs souvent d'un projet de transformation et d'émancipation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien de Blast, consacré aujourd'hui à des questions au potentiel hautement inflammable, puisqu'elles donnent lieu à des débats pour le moins vifs dans l'espace public. Ces questions tournent autour des concepts de race et d'intersectionnalité. Et avec mon invitée Sarah Mazouz, bonjour Sarah Mazouz, nous allons tenter d'en décrypter les enjeux, les intérêts et les limites. Alors Sarah Mazouz, vous êtes sociologue, chargée de recherche au CNRS et ce sont des thématiques que vous connaissez bien puisque vous travaillez également beaucoup autour des processus d'altérisation. Vous avez publié récemment 2 textes aux éditions Anamosa, Race, et le deuxième texte pour l'intersectionnalité que vous avez coécrit avec Éléonore Lépinard, dans lesquels vous vous intéressez clairement aux intérêts et aux enjeux de ces nouveaux outils théoriques et dans lesquels aussi vous répondez aux critiques et aux invectives dont ces concepts font régulièrement l'objet, notamment en termes d'enfermement identitaire. Mais avant cela, j'aimerais qu'on dessine ensemble le contexte d'hystérie généralisée dans lequel s'inscrivent ces réflexions, tant au niveau médiatique que politique. Au niveau médiatique, on a vu une cascade de tribunes dans la presse d'intellectuels, partisans ou détracteurs de ces théories que l'on présente souvent comme importées des États-Unis. Et puis sur le plan politique, des ministres, les plus éminents de nos ministres se sont distingués par des attaques particulièrement féroces contre le champ universitaire. Je pense bien sûr à Frédérique Vidal et à Jean-Michel Blanquer qui ont pointé la gangrène islamo-gauchiste. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. On peut les citer, ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université. Et plus récemment, Emmanuel Macron, qui, dans 2 interviews récentes, s'en est pris aux logiques intersectionnelles qui menaceraient l'ensemble de la société, notamment en termes d'universalisme, et puis effectivement les risques que ces théories feraient peser sur le monde social, cette fois-ci en termes de racialisation des rapports sociaux. Alors je voulais savoir comment vous analysez ce contexte et puis concernant ces invectives, est-ce que vous considérez que ce sont des alertes légitimes, des polémiques stériles ou des instrumentalisations ? Alors déjà, je dirais que c'est un peu l'idée qu'on défend avec Éléonore Lépinard dans le livre, la première section, plutôt que de parler d'hystérie, parce que je trouve que c'est un mot qui est toujours un peu porteur, je dirais que ça provoque des formes de panique, mais que du coup, ces paniques sont révélatrices de la portée critique des instruments qu'on mobilise. Donc, d'une certaine manière, si on ne touchait pas juste, on aurait sans doute moins de réactions au sens vraiment le plus simple du terme. Après, il faut distinguer peut-être 2 choses. La réaction des politiques qui dit plusieurs choses sur le contexte politique dans lequel on est. D'abord, une intrusion permanente du politique dans le domaine scientifique, qui est, je crois, significatif et caractéristique de la présidence d'Emmanuel Macron dans la mesure où il exacerbe des logiques qui sont celles de la Ve République, mais en les poussant encore plus loin, c'est-à-dire quelque chose comme je ne sais pas si c'est une totalisation par l'exécutif de tous les aspects du débat et doit être présent partout et de penser que l'avis est pertinent sur toutes les questions ou d'absorption de toutes les sphères. Et donc là, en ce moment, il y a une attaque assez importante portée vers l'université à plusieurs niveaux d'ailleurs, parce qu'il y a en effet une attaque sur les contenus produits à l'université, mais il y a aussi une attaque sur les statuts, l'autonomie financière et donc aujourd'hui aussi l'autonomie intellectuelle. Donc il y a ça. Et ce qui gêne aujourd'hui les politiques, et ça se transmet ça s'exprime dans
l'attaque pour militantisme, dont font l'objet les recherches en sciences sociales, c'est le fait de voir qu'en fait les instruments produits, les instruments théoriques produits par les sciences sociales, qui se nourrissent, eux, des enquêtes de terrain, donc qui viennent aussi de la société. Il y a un va-et-vient constant entre sciences sociales et ce qui se joue... et l'empirique. Et l'empirique, donc voilà, et la société. Mais de voir que ces instruments, après, ces théorisations produites par les sciences sociales, ont après aussi une portée et sont réutilisés après par des mouvements sociaux qui sont aussi porteurs de critiques sociales. Et je crois que c'est ça. Et après, bien sûr, c'est mobilisé aussi par des chercheurs et des chercheuses qui ne sont pas du tout spécialistes de ces questions, mais qui, eux aussi, partagent une position, disons, conservatrice, et qui, auparavant, attaquaient, par exemple, les études de genre, au moment où elles sont arrivées, en mobilisant exactement les mêmes arguments. Et aujourd'hui, ce sur quoi on se focalise, c'est études qui mettent en lumière les processus de racialisation dans la société ou les travaux sur l'intersectionnalité. Alors, ils s'en prennent, effectivement, à des logiques qu'on qualifie d'identitaires et qui seraient manifestées par le déplacement de la question sociale à la question raciale et aurait fait basculer la fameuse lutte des classes à une lutte des races. C'est vraiment la lecture. C'est la critique majeure sur laquelle vous revenez effectivement dans vos textes et que vous tentez de clarifier. On va évidemment y revenir, mais peut-être qu'on peut dire un mot aussi d'un contexte politique plus récent qui a participé aussi de la remise en lumière de la problématique raciale. C'est évidemment la mort de George Floyd. On en vient à ce triste anniversaire, celui du meurtre de George Floyd. Au moins 1500 personnes se sont réunis pour une marche ce dimanche à Minneapolis. Une nouvelle manifestation pour honorer la mémoire de George Floyd et surtout réclamer un changement au sein de l'institution policière. Qui a suscité une vague d'émotions planétaires. S'en sont suivis des mouvements de protestation contre les violences policières. D'ailleurs, les violences policières, on pourra en dire un mot, restent assez importantes. En France, ça s'est manifesté aussi par un grand rassemblement en hommage à Adama Traoré. Est-ce que pour vous, c'est effectivement un acte de renaissance de cette question-là ? Je crois que, contrairement à ce qu'on pense, cette question n'a jamais disparu. Elle n'était pas nommée en France. C'est la différence, en fait. Et c'est sur ça que joue la question. C'est sur ça que porte aujourd'hui, moi, mon principal argument. On n'a pas créé la race ou la racialisation de toutes pièces aujourd'hui. C'est des processus qui sont tributaires d'une longue histoire, liés à l'esclavage, à la colonisation. Et aujourd'hui, la situation de pluralisme culturel dans laquelle on est en France, elle est liée à cette histoire d'esclavage, de colonisation, d'immigration postcoloniale. Et donc, toutes ces formes-là, ces systèmes d'exploitation ou d'oppression qu'ont été l'esclavage, la colonisation, ils ont été portés par quoi ? Par un projet qui articule capitalisme et racisme. Et après, c'est pas parce qu'on a aboli l'esclavage ou accordé l'indépendance aux anciennes colonies que par enchantement le racisme aurait disparu. De même que le capitalisme n'a pas disparu à partir du moment où on a arrêté ce type d'exploitation. Donc il s'est juste transposé. Voilà. Et d'ailleurs, si on peut préciser, donner une définition précise du champ postcolonial, c'est une tentative de débusquer symboliquement le fait colonial. Oui, les études. Là, quand j'ai dit immigration postcoloniale, je voulais dire simplement une immigration de gens issus des colonies, mais qui, après les colonies, j'utilisais post au sens vraiment littéral du terme. Voilà. Mais après, puisque, en effet, parlons des études postcoloniales, puisqu'elles font partie des études qui sont attaquées, même si c'est plus le champ décolonial qui est attaqué, on pourra distinguer ça aussi. Les études postcoloniales, c'est montrer, notamment, je pense aux travaux d'Edward Said, c'est de montrer comment l'Occident a construit son rapport aux autres cultures, notamment en les construisant aussi comme justement des autres, et notamment à partir de toute la réflexion sur la façon dont l'Orient a été en partie, en tout cas les caractéristiques données à l'Orient sont en partie des inventions de l'Occident. Et donc après, c'est en effet débusquer ces catégories de perception, ces représentations dans la littérature, dans certains textes, etc. Ça, c'est si on repense au travail d'Edward Said. Et après, ce courant-là, il est articulé à d'autres types de courants de recherche. Je pense par exemple aux travaux au subalternisme, au subaltern studies, donc qui sont plutôt des auteurs indiens, à partir d'une logique justement qui pourrait être déjà proche des travaux décoloniaux, c'est-à-dire de remettre d'une certaine manière l'Occident à sa place, de ce qu'on appelle provincialiser l'Europe, pour reprendre cette expression, et donc de rompre avec une forme
d'hégémonie culturelle, L'ethnocentrisme. et qui est l'héritage aussi, qui a été le moteur de l'entreprise impériale, et qui en est resté l'héritage. Et alors, pour revenir précisément au concept de race que vous utilisez au singulier, Oui. est-ce que vous pouvez nous aiguiller en fait sur ce qui nous conduit à établir une cartographie complexe de la domination? Alors, bien sûr, c'est très important de dire qu'on utilise race au singulier, comme on utilise classe au singulier et comme on utilise genre au singulier, parce qu'on désigne par là non pas des groupes de personnes, mais un rapport de pouvoir. Et ça permet donc de décrire les mécanismes qui produisent des formes de hiérarchie encore aujourd'hui dans des sociétés, même quand c'est des sociétés qui se définissent comme non racistes, et qui donc produisent après des formes d'assignation, des formes de discrimination, des traitements inégalitaires, de la stigmatisation, etc. Donc ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est que quand on utilise race au singulier, on ne va pas dire machin est de telle race ou truc est de telle race, comme ferait le discours raciste. On va plutôt dire les mécanismes de racialisation vont faire que tel groupe va se retrouver plus victime de discrimination à l'embauche, par exemple, ou que tel groupe va bénéficier de formes de racisme bienveillant, mais ça n'en est pas moins du racisme, etc. Donc on décrit des mécanismes sociaux qui continuent d'être à l'œuvre aujourd'hui et qui produisent des hiérarchisations et qui ont après des conséquences à la fois des effets sur le parcours des individus. Ça produit aussi des formes de regroupement politique parce qu'on est victime de discrimination. Et donc c'est l'autre aspect qu'on a tendance à oublier en France, mais qui est peut-être celui qui pose encore plus problème, c'est que dans un second temps, c'est aussi des supports de revendication politique. Mais contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce que les gens qui sont victimes de ce type de discrimination ou de traitement défavorable se reconnaissent dans une espèce d'identité anhistorique essentialisée, mais parce qu'elles se retrouvent, ces personnes, elles partagent, elles ont en commun cette expérience de discrimination. Et c'est ça la question minoritaire, qui n'est pas la question identitaire. Et vous essayez, c'est une manière aussi de dépasser finalement la réalité factuelle, empirique, pour pointer une forme de mécanisme systémique. Absolument. C'est ça. Ça permet d'abord de ne pas pointer s'arrêter aux discriminations qu'on recense dans les faits, pour arriver à une explication vraiment systémique. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir les deux et rapporter ce qui se joue au niveau individuel à des éléments plus macro, si je puis dire. Et puis, ça permet aussi de montrer que ces formes d'assignation peuvent être produites par des gens qui ne se pensent pas qui n'adhèrent pas à une idéologie raciste, mais qui sont tributaires d'une histoire où le racisme a été extrêmement restrictif. Alors, comment justement on passe ou s'opère ce renversement de l'idée de race qui nourrit le racisme à l'idée de race qui contribue justement à le déconstruire et à le combattre? C'est aussi ça qui est difficile à entendre dans l'histoire française en tout cas, particulièrement. Oui, mais d'ailleurs ça, c'est pareil, la confusion existe aussi dans le contexte états-unien. C'est des concepts compliqués à manier. C'est ça. Donc ça, le contresens, c'est toujours... La fragilité de ce concept aussi. Je crois que c'est aussi sa force. Parce que ça permet de ne pas oublier l'histoire, justement. On ne va pas utiliser race comme si ça n'avait pas été un concept au cœur, justement, d'un système atroce. Donc il ne faut pas oublier ça. Mais après, la différence entre la race au sens critique du terme et la race du raciste, c'est que la race du raciste, elle n'est pas du tout abstraite. On va donner des caractéristiques qui sont liées notamment aussi à des phénotypes humains. On va lier ça et puis on va constituer en nature le fait d'appartenir à tel ou tel groupe. Je ne sais pas, si vous êtes perçu comme personne noire, on va vous donner un certain nombre de caractéristiques qu'on va essentialiser, c'est ça ce qu'on veut dire par essentialisation. Des caractéristiques physiques, des caractéristiques morales, etc. Si on pense à l'antisémitisme, pareil, l'antisémitisme donne des caractéristiques qu'il construit en nature à un groupe qui au départ même n'est pas tellement différent
typiquement du groupe dominant, mais on va finir même par trouver des différences phénotypiques pour construire caricaturales, disons. Voilà, tout à fait, pour construire une différence, et une différence en nature, pour pouvoir après justifier des formes de domination, des formes d'exploitation, d'exclusion et même d'extermination. Donc ça, c'est les races au sens raciste. Il y a un contenu, on croit qu'il y a des signes qui sont complètement univoques. Vous avez tel trait, vous êtes forcément de cette catégorie et vous avez toutes les autres caractéristiques. La race, au sens critique, tel qu'on l'utilise en sciences sociales, c'est un terme abstrait qui permet de montrer, d'expliciter comment dans telle ou telle société, et on n'est pas obligé de rester en France, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le concept de race pour penser des rapports de hiérarchisation de type raciaux en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, en Inde. Et à chaque fois, les caractéristiques qui vont venir produire les hiérarchisations et après les traitements inégalitaires vont changer. Et donc, par exemple, vous pouvez, si vous regardez dans le cas de l'Afrique du Nord, par exemple, vous avez des caractéristiques qui vont jouer aussi dans le fait de considérer quelqu'un comme blanc et donc appartenant peut-être à une classe privilégiée, élevée, proche du pouvoir. Et tout ça, c'est lié à une longue histoire aussi. Mais cette personne qui va être caractérisée comme étant claire de peau et donc se voir attribuer toutes sortes de caractéristiques peut ne pas du tout être catégorisée de la même façon dans un autre contexte social, aux fonctions de l'histoire et de la perception qui est construite par cette histoire selon les contextes sociaux. Et donc, les caractéristiques racialisantes, elles sont extrêmement labiles. Elles changent d'une époque à une autre, d'un contexte social à un autre. Oui. Et c'est ça. Et donc, la différence, c'est qu'il n'y a pas un lot de caractéristiques auxquelles on va toujours donner le même sens. Vous rappelez bien que ce sont effectivement des constructions sociales et historiques, donc ça, c'est une dimension très importante. Et pourtant, dans les critiques, notamment, peut-être si on peut s'arrêter, parce que vous parliez de blancheur sur la notion de privilège blanc, on vous oppose une forme de dimension normative tellement forte qu'elle contribue à figer en fait et ne pas prendre en question la dynamique de cette notion de privilège. Elle manque peut-être, elle ne met pas assez en valeur la notion antagonique du pouvoir. Est-ce qu'on est définitivement un privilégié ou un non privilégié? Et la question de blanchité aussi, est-ce qu'elle est vraiment opérante? Voilà, c'est des formes de critique qu'on peut lire. C'est-à-dire que vous avez le concept et les usages qui peuvent être en être faits. Donc après que des gens utilisent des concepts de manière figée, essentialisante, on pourrait dire la même chose pour la classe, sur laquelle on ne porte jamais cette critique. Mais on pourrait aussi penser qu'il y a des gens qui utilisent la classe et qui pensent que parce que vous êtes de telle classe, vous êtes à jamais ceci ou cela. Donc je pense qu'il faut distinguer la portée de certains concepts qui permettent d'expliciter et de problématiser une situation sociale, et puis après l'usage qui peut être fait et qui peut être discuté et qui peut être problématique. Oui. Après, en plus, on n'est pas en train de servir une espèce de petit catéchisme qu'il faut suivre, en fait. C'est des propositions, c'est des recherches, c'est des choses qui sont en discussion constante. Le problème, donc après, sur la notion de privilège blanc, il y a plusieurs choses. Je pense que la notion de privilège, elle n'a de sens que si on l'articule à la question des droits. C'est-à-dire que si on désigne des privilèges, c'est pour montrer que certains groupes sont en fait démunis de droits par rapport au groupe qui est privilégié ou avantagé, si vous voulez. Donc là, d'abord, c'est relationnel, c'est pas des privilèges en soi, c'est dans une situation sociale donnée. Et ensuite, la notion de privilège, on l'a bien utilisée, et heureusement, à l'époque de la Révolution française, pour déconstruire un système qui était atrocement inégalitaire et où la naissance faisait votre destin social. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on utilise privilège blanc, on transpose, à mon sens, la notion de privilège telle qu'elle a pu être thématisée à l'époque de la Révolution sur les questions statutaires en lien donc avec à la fois l'hérédité et le statut, est-ce que vous êtes noble ou pas, et donc ce qu'il y a derrière, qui était la question aussi des questions socio-économiques, puisqu'il y a la question de l'impôt à l'époque de la Révolution, à aujourd'hui ce qui se joue du fait des processus de racialisation, et donc au fait que vous avez un groupe qui bénéficie et qui n'est jamais dérangé de ce point de vue-là,
et puis des groupes qui pâtissent des logiques de racialisation qui sont à l'œuvre dans la société. C'est exactement comme si on parlait aussi de privilèges de genre. Quelle que soit votre classe sociale ou même votre couleur de peau, quand vous êtes un homme, vous avez un privilège par rapport aux femmes. Vous ne passez pas votre vie à vivre avec la crainte de vous faire violer. Alors que, quelle que soit votre classe sociale quand vous êtes une femme, et après ça peut varier selon la racisation que vous vivez, mais malgré tout, on grandit toutes avec le fait qu'on intègre complètement la menace possible de l'agression. C'est ça, en fait, ce qu'on veut dire quand on dit privilège. Ça veut dire que, voilà, il y a des inégalités qui suivent la ligne de la classe, la ligne de la racialisation et la ligne du genre. Et précisément, ça nous permet de repointer quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure et qui fait partie un peu des problématiques ou des critiques. C'est cette question de la porosité, que ce soit pour la race et le sexe, et donc le genre, effectivement, du sujet et de l'objet. Parce qu'on a affaire, effectivement, à des femmes qui sont proches qui pourraient être jugées proches de l'objet féministe, et puis déracisées, qui seraient proches de l'objet race, et d'une certaine manière qui amènerait à une forme de positionnement qui serait contraire aux normes académiques, c'est-à-dire dans la production de l'objet, comment on atteint cette objectivité quand on est vraiment proche en tant que sujet de cet objet. C'est un peu une des critiques. Oui, mais on pourrait refaire la même critique pour les gens qui ont travaillé sur la classe. En sociologie, il y a énormément de gens qui viennent d'un milieu ouvrier et qui ont grâce à l'école, fait des études et qui ont fait de leur milieu d'origine leur rapport, leur objet de travail. C'est ce que vous dites, ça a des vertus théoriques très fortes en réalité. Oui, mais donc dans ce cas-là, on ne fait pas la critique dans ce cas-là, parce qu'on a l'impression que malgré tout, on arrive... Encore une fois, il y a une espèce d'ornière sur le fait qu'il y aurait des questions identitaires qui feraient que les gens n'arrivent jamais à s'extraire de ce qu'ils sont, et puis il y aurait des questions au-dessus de l'identité qui feraient que de toute façon, on est tout de suite dans l'objectivité. Je pense que ça tient à une erreur et c'est ce qu'on développe aussi avec Éléonore Lépinard, sur les épistémologies du point de vue, les épistémologies féministes du point de vue. Il y a une confusion, je pense, entre l'idée de neutralité et l'idée d'objectivité. À mon sens, et en suivant les épistémologies féministes du point de vue, on parvient à une objectivité beaucoup plus forte et donc à un discours scientifique plus fort en intégrant son expérience et en la thématisant. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans une espèce de rapport immédiat, à fleur de peau, par rapport à notre expérience, mais qu'on ait conscience qu'on a un point de vue sur les choses, que ce point de vue, on ne peut pas le nier, qu'il est par définition partiel, comme pour tout le monde, et que cela étant constaté, la façon d'aboutir à un discours scientifique, c'est d'abord de partir du principe qu'on va produire collectivement du savoir et qu'on n'est pas tout seul à avoir un discours vrai sur tous les aspects de la société, qu'il faut intégrer les expériences, et notamment les expériences minoritaires, donc des groupes produits par les formes d'inégalité et de discrimination à l'œuvre dans la société. Et que voilà, et que c'est comme ça qu'on arrive, et que l'idée, c'est pas la neutralisation, enfin, ça n'est pas la neutralité. La neutralité, en fait, à mon sens, n'existe pas. Voilà, c'est plus un processus d'objectivation. Et ça peut être, à la limite, une exigence, mais que la principale chose, c'est de voir comment on arrive à recouvrir de manière... en ayant conscience de notre propre... du fait qu'on n'a qu'un point de vue, donc on est partiel, il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on ne voit pas, et que donc comment faire pour arriver à produire un savoir plus complet, et qui donc sera aussi plus juste et plus égalitaire, parce qu'il aura été capable d'intégrer des savoirs issus d'expériences qui n'ont pas eu jusque-là la parole. Donc c'est ça, il me semble, le point important, et que c'est en ayant ça qu'on arrive. Et puis après, bien sûr, sur la question vraiment de la scientificité, il y a... quand on écrit un texte scientifique, on se fait relire par des pairs, on a des critiques, on a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nous et dont on prend en compte les critiques, les suggestions de lecture, etc. C'est un long processus, un texte. Quand on intègre des codes de scientificité valables pour tout. Voilà. Et donc, et c'est comme ça. Et c'est ça qui fait la différence entre un article de chercheur et puis après une tribune écrite par cette même chercheur
et puis un tract. Ça n'est pas du tout les mêmes registres d'écriture. Exactement. Et vous dites bien article et non pas tract, parce que c'est aussi une des critiques qui est souvent faite. Nathalie Heinisch parle d'académo-militantisme. Ce qui m'a poussée à faire ça, c'est à la fois la colère et l'inquiétude de voir le monde universitaire, donc le monde des enseignants et des chercheurs, de plus en plus poussé vers une conception militante de la recherche. Qu'est-ce que vous répondez à la critique de la sacro-sainte distinction du savant et du politique qui serait mise à mal par ces nouvelles études et je pense que la distinction que fait Weber est souvent mise à mal dans le contexte français, en tout cas pour ce que j'en sais, parce que Weber ne dit pas du tout que justement que le chercheur a à neutraliser ou peut neutraliser sa position. Après, il n'y a pas, encore une fois, les mêmes registres d'écriture selon qu'on écrive en tant que chercheur ou chercheuse, ou qu'on fasse une tribune, ou qu'on fasse un texte, parce qu'on est engagé politiquement. Et je pense que par ailleurs, la distance par rapport à l'objet et les questions de validité, la façon dont on valide un texte, je pense que c'est des questions qu'on peut aussi poser à Nathalie Heinisch quand on voit comment son dernier texte, paru dans la collection Tract, produit, comment les citations sont faites. Il y a un article d'Arnaud Saint-Martin paru dans AOC qui décortique ce texte. Et je crois que du coup, voilà, les questions qu'elle nous pose, on peut les lui adresser et à elle aussi. Elle serait un peu aveugle aussi, elle serait dans une position surplombante, comme vous dites J'ai pas tellement envie de personnaliser la discussion. Personne n'est à l'abri de points aveugles et de rapports immédiats, c'est son objet. Et qu'il faut, ce qui est important, c'est d'avoir conscience qu'on a un rapport aussi personnel, existentiel à nos objets, et que c'est comme ça, en prenant ça en compte, qu'on arrive d'abord à prendre une forme éventuellement de distance, et qu'on arrive à mettre en place aussi les procédures scientifiques qui permettent justement de passer de quelque chose qui serait juste lié à une sorte d'immédiateté, d'une sensibilité à une question, à un discours scientifique construit sur cette question. Et précisément sur ces études que l'on dit qui gangréneraient l'université, qui seraient majoritaires, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elles sont majoritaires? Est-ce qu'elles sont minoritaires? Là, je renvoie à l'article de Lucie Delaporte dans Mediapart. Il y a un laboratoire qui a vraiment le LEGS, qui porte sur les questions de genre. Il n'y a aucun laboratoire sur les questions de racialisation. Vous n'avez pas de département au sein des universités qui porterait spécifiquement sur ces questions, et on n'est pas très nombreux. La preuve, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes personnes quand il s'agit d'interviewer sur ces questions. Donc voilà. Et vous considérez que c'est un retard précisément, ou que ça dénote d'une forme de conservatisme de l'université française dans sa mécanique, c'est sûr que de production aussi de recherche. Oui, tout à fait. Ça a été long. Il y a une forme de suspicion sur ces... on le voit justement encore aujourd'hui dans les polémiques ou avant dans les formes de controverses, là pour le coup scientifiques qui peuvent y avoir. Il y a eu une difficulté pendant longtemps. On est quand même dans un contexte, et là c'est peut-être la caractéristique du contexte français, qui est de penser que la seule façon, et ça c'est politiquement, l'idée c'est on décrète que la race n'existe pas et ça règle le problème du racisme et de ses effets. Certes, là, et c'est ce que je mets sur la couverture du petit ouvrage Race, la race n'existe pas au sens du racisme que le racisme lui attribue, mais elle a des effets sociaux, elle continue effectifs, liés, donc, comme je le disais, à cette histoire. Mais cette idée de dire il ne faut pas parler de race, et quand on parle de race, on est raciste, et en fait, la façon de régler la question, c'est de ne pas en parler, pendant longtemps, ça n'a pas concerné que le monde politique, ça a aussi concerné la recherche. Et donc, on ne parlait pas de ces questions, on ne nommait pas ces questions, ou on passait par des formes détournées qui ne règlent pas, qui ne permettent pas de saisir directement la question. Parce que parler, par exemple, se limiter à la question de l'immigration, ça fait rater un certain nombre de choses, notamment ce qui se joue pour les enfants qui ne sont plus des étrangers, et qui sont nés de générations elles-mêmes nées en France et qui continuent d'être racisés.
Donc voilà, oui, bien sûr, il y a eu un retard du fait de cette occultation. Et c'est intéressant de parler de cette génération d'enfants d'immigrés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un facteur générationnel aussi qui pourrait expliquer un intérêt pour ces questions plus Oui, vif, bien sûr, il y a une différence. Quand on voit aujourd'hui comment le débat se structure dans l'université, il y a une vraie différence de génération. Pas dans tous les cas, mais en tout cas, le renouveau, aussi bien du côté des travaux sur le genre, il y a quelques années, et aujourd'hui sur la question de l'intersectionnalité, ou plus précisément sur la question de la racialisation, c'est en effet une génération de chercheurs qui ont entre 30 et 40 ans, en fait. Donc voilà, mais c'est aussi, en fait, moi je vois la façon dont moi j'ai fait ma thèse, c'était aussi lié à des choses qui ont changé au sein du cadre politique français. C'est-à-dire que quand moi je commence ma thèse en 2004-2005, c'est juste le moment qui suit la phase de la fin des années 90 où il y a eu un mouvement de reconnaissance par les pouvoirs publics de la question des discriminations raciales. On a mis en place les premiers dispositifs de lutte. Il y a eu, et puis voilà, moi j'arrive, c'est le moment où c'est plus ou moins arrêté à ce moment-là. Mais donc voilà, il y a eu aussi une émergence de ces questions-là. Et la question de 2005 et des émeutes en banlieue, parce que ça a été quand même un moment, évidemment, un tournant. Clichy-sous-Bois s'embrase. 400 émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails Molotov sur la police, qui réplique à coups de balles en caoutchouc. Des voitures et des bâtiments sont brûlés. Début novembre, les violences se propagent à d'autres banlieues de la région parisienne. La police arrête plusieurs personnes, mais les émeutes gagnent l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, 1 an après, ça a donné lieu à un premier ouvrage. On utilise le terme de racial, c'est de la question sociale à la question raciale, sous la direction d'Éric Fassin et Didier Fassin. Est-ce que vous pensez que ça a fait date, par exemple, ce moment-là, puisque vous parliez de ce contexte historique? Bien sûr que ça a fait date. Ouais. 2005, c'est important. Il y a plusieurs choses. Il y a en début de l'année l'appel des indigènes de la République. On peut après penser... mais au moment de l'appel, ce texte souligne les formes de continuité éventuelles entre le traitement qu'il y a eu à l'époque coloniale et le régime de l'indigénat et les discriminations que les descendants d'immigrés postcoloniaux subissent. Il y a des choses qui sont très discutables historiquement, bien sûr, mais il y a une prise de parole à ce moment-là qui est intéressante, quoi qu'on pense après de ce que deviendra le parti des indigènes de la République. Ouais. Oui. Donc il y a ce moment-là, et puis après il y a en effet les émeutes de 2005, où vous avez énormément de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a déjà la question des violences policières et d'une forme d'arbitraire, puisque ce qui est à la source de la mort des Ziad Benna et Bouna Traoré, c'est une réaction de peur quand ils sont à une poursuite ils se mettent à courir parce qu'ils voient des policiers. Donc voilà, il y a ça, et c'est ça, moi j'avais fait du terrain, et d'ailleurs c'est à cette occasion que j'ai découvert les travaux intersectionnels. C'est en travaillant, je commençais tout juste mon terrain de thèse, et j'ai fait des entretiens avec des jeunes qui disaient avoir participé aux émeutes, et vraiment dans leurs revendications, il y avait vraiment l'idée de dire nous on n'a rien contre le fait que la police agisse pour arrêter des délinquants, mais ce qui nous pose problème, c'est cette forme d'arbitraire qui fait qu'on est systématiquement contrôlé. Donc il y avait déjà cette question-là. Et puis l'autre versant, c'est la façon dont on a revu, et voilà, sur les questions de lien entre l'époque coloniale, et notamment la guerre d'Algérie, et l'actualité, c'est qu'au moment, à ce moment-là, le Premier ministre, Dominique de Villepin, a mobilisé les décrets pour instaurer l'état d'urgence dans les lieux où il y avait des soulèvements, les décrets de 1955 qui avaient servi au moment de la guerre d'Algérie. Donc je crois qu'en effet, et puis peu de temps après, en février 2005, il y avait aussi eu cette proposition de loi sur les aspects positifs de la colonisation, bien sûr, qui avait aussi mobilisé beaucoup d'historiens contre ces usages-là de la mémoire ou de l'histoire. Donc c'est un véritable tournant, mais que vous ne qualifieriez pas d'identitaire. C'est pas un tournant identitaire non, comme je pense qu'à l'époque, à ce moment-là, il y a l'émergence de questions, et il se trouve que
on mobilise, et là il y a aussi peut-être cette question générationnelle, on fait partie je m'inclus là-dedans, on fait partie d'une génération qui lit plus les textes en anglais. Moi par exemple, quand j'ai fait des entretiens avec ces jeunes qui disaient avoir fait participer aux émeutes, ce qui m'a poussée à aller voir du côté de l'intersectionnalité, c'est que je voyais que les jeunes femmes que j'interviewais avaient soutenu le mouvement mais n'y avaient pas participé. Et je voulais pas avoir une lecture qui dise oui, les femmes sont chez elles et les hommes vont batailler. Je trouvais que c'était un peu essentialisant là justement et un peu caricatural. Oui, ça. Donc ça vous a permis de montrer les imbrications, cette logique et donc intersectionnelle. c'est ça, c'était d'aller voir comment essayer de complexifier l'analyse et voir comment le genre. Comment le genre jouait dans le positionnement de ces jeunes femmes et de qui ces sont jeunes aussi hommes. dominées socialement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. et qui sont aussi conscients des formes de racisation que subissent leurs frères, leurs amis, leurs voisins, et que donc il y avait tout ça entrait dans la façon dont elles pouvaient se positionner, et que c'était en effet à l'intersection du genre, de la classe et de la racialisation. Et là précisément, vous dites c'est une perspective inédite de possibles coalitions des luttes, justement, avec cette dimension intersectionnelle, elle offre ça. Là où d'autres, vous dites, là où les critiques, encore une fois, disent en réalité c'est juste un prétexte pour hiérarchiser les luttes et mettre en première ligne la lutte des races, encore une fois. Qu'est-ce que vous... Alors, déjà juste, là c'est un autre aspect, c'est-à-dire que l'intersectionnalité, elle est porteuse d'un projet aussi politique. Mais comme les instruments émancipateurs, comme tous les instruments critiques, et là aussi on pourrait revenir, les textes de Marx, c'est des textes à l'intersection justement de la philosophie et des sciences sociales, pourrait-on dire, mais ça a eu une portée politique concrète très forte. Donc les travaux de sciences sociales, dans la mesure où ils offrent une critique de la façon dont se passent les choses socialement, ils sont aussi porteurs souvent d'un projet de transformation et d'émancipation. Donc l'intersectionnalité, elle a ça aussi. Et donc ça permet d'analyser des choses socialement comme je viens de le décrire, mais c'est aussi porteur d'une façon d'envisager les mouvements sociaux. L'idée d'intersectionnalité, c'est pas dire les femmes luttent pour les femmes, les hommes racisés luttent pour les hommes racisés, les ouvriers luttent... Voilà, c'est pas ça. L'idée, c'est justement de penser, et ça part de l'analyse théorique, si vous voulez. Parce que quand on travaille de manière intersectionnelle et qu'on part du principe que le social est multidimensionnel et que vous n'avez jamais des personnes qui sont juste noires ou des personnes qui sont juste des femmes ou des personnes qui sont juste des bourgeois ou des personnes qui sont juste des ouvriers, mais que tout ça est imbriqué et que par ailleurs, les formes de domination produites par ces différents rapports de pouvoir que sont parmi les principaux, la classe, la race et le genre, sont toujours aussi coproduits. C'est-à-dire que vous n'avez pas de la classe sans qu'il y ait à l'intérieur aussi du genre et de la racialisation. Et ben en fait, vous voyez bien que les mouvements sociaux, pour travailler de manière solide, sont obligés d'intégrer cette multidimensionnalité. Ça ne veut pas dire après qu'il n'y aura pas des groupes qui mettront l'accent plus sur tel ou tel aspect. Vous pouvez être un groupe féministe ou un groupe antiraciste, mais si vous intégrez la dimension intersectionnelle, et notamment aussi ce qu'on développe dans le texte, qui est le fait d'une autre autrice importante, théoricienne importante de l'intersectionnalité, qui est une juriste qui s'appelle Mari Matsuda, qui dit l'intersectionnalité, c'est aussi poser l'autre question, c'est-à-dire la question des rapports de domination auxquels on n'est pas soumis. Et bien, si vous êtes un groupe féministe, vous allez essayer d'être attentive aussi à la question du racisme, à la question du classisme, à la question de l'homophobie, à la question du validisme, à la question de ce que l'âge peut produire comme forme de discrimination, etc. Idem, si vous êtes un groupe antiraciste, vous allez vous poser la question de l'homophobie, du sexisme, etc. En vous posant doublement cette question, c'est-à-dire en vous demandant, tiens, là, je vois un acte raciste, est-ce qu'il n'est pas aussi porteur de sexisme ou d'homophobie ou de... Voilà. Mais vous pouvez aussi vous dire, là, moi, je fais de l'antiracisme, mais est-ce qu'en faisant de l'antiracisme, je ne suis pas en train de continuer à véhiculer des formes de catégorisation sexiste ou homophobe, etc. Donc ça amène à se poser la question de ses propres points aveugles. Et politiquement, plus d'ouverture et aussi plus de solidité dans les coalitions. Parce que ce qu'on voit jusque-là avec l'idée qu'il y avait le prime... Ce qui est faux, et je reviens aussi à un autre aspect, c'est que
Les personnes qui nous accusent de donner le primat à la race, ce qui est complètement faux, puisque depuis le début, je montre que que c'est lié, qu'il faut prendre les choses ensemble, c'est justement des personnes qui partent du principe que c'est la classe qui a le primat. Et que si on règle la question de la classe et si on règle la question de la redistribution économique, tout va se régler comme par enchantement. Et ça, on l'a vu, il y a une longue histoire du côté de la gauche, la façon dont on a fait taire les femmes en leur disant « pour le moment, vous êtes bien gentils, vous allez vous occuper de garder les enfants pendant que nous, on fait la révolution, puis quand la révolution aura eu lieu, vous aussi, vous serez émancipés. » Et là, on rejoue ça avec la question du racisme ou la question de la race. La question de la classe qui était dominante, on va dire, jusque dans les années 70, et dans donc, les grilles de lecture, en tout cas. Tout à fait. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, et dont il ne s'agit pas de l'effacer. De l'effacer, de l'amalgamer, mais pas de la nier, d'une certaine manière. C'est pas l'amalgamer, c'est de la penser en tout cas avec les autres. Et de pas dire a priori, et de manière abstraite, que c'est toujours la question de la redistribution économique et sociale et du statut des gens liés à cette question économique et sociale qui prime et qui explique tout. L'idée, c'est de voir, encore une fois, contextuellement, les rapports, la façon dont ça se joue. Et voilà, moi je montre bien dans des exemples tirés de mon enquête de terrain comment, à certains moments, l'appartenance de classe va venir souligner les formes de racisation ou les formes d'assignation genrée que certaines personnes subissent. Comment, au contraire, à certains moments, ça fait oublier ça, ou au contraire, comment le fait d'être racisé comme une femme noire fait oublier qu'on est, dans certaines situations, représentante d'une administration, de la haute administration française, dans des rapports avec les associations, etc. Donc, c'est un rapport dynamique, et il n'y a pas de primat a priori, ni de la race, ni du genre, ni de la classe, ni de la catégorie de sexualité. Et alors, comment vous expliquez, notamment dans le champ académique, ce durcissement, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a, de l'extérieur des positions? Je parlais de cet ouvrage qui a fait date de 2006, où des plumes comme Éric Fassin, Didier Fassin, mais aussi Gérard Noiriel et Stéphane Beau contribuaient clairement à cet ouvrage. Aujourd'hui, on sent bien que ça s'est particulièrement tendu. Je pense que c'est une question importante parce qu'elle permet aussi d'éclairer plus largement, et on en arrive à cette question, j'aimerais avoir votre avis, qui mine la gauche, les divisions qui minent la gauche en réalité. Alors comment vous expliquez Je pense qu'il y a des choses à plusieurs niveaux. Je crois que pour s'approprier ces questions, il y avait un coup d'entrée qui était aussi un coup, comme toujours quand on découvre un nouveau champ de recherche, il faut lire des choses, il faut un peu travailler, et que tout le monde n'avait pas envie de lire des choses qui sont essentiellement écrites en anglais et de se déplacer par rapport à la grille de lecture qui avait été développée précédemment. Donc il y a ça, et malheureusement ça joue aussi dans les débats intellectuels. Donc il y a cet élément-là, ce qui explique pourquoi à un certain moment certains auteurs ont participé à l'ouvrage de la question sociale à la question raciale, et aujourd'hui sont dans des positions où ils critiquent les personnes avec qui ils ont écrit. Après, je pense qu'il y a aussi un vrai questionnement à avoir au sein de la gauche sur... la gauche n'échappe pas aux logiques qui traversent la société, et la gauche aussi, malgré son discours émancipateur, reste tributaire d'une histoire coloniale et raciste. Malgré tout. C'est-à-dire que... On a pu le voir, même si aujourd'hui les choses commencent à changer, la difficulté qu'il y avait pour des personnes appartenant à des groupes racisés d'être en position éligible, d'avoir des positions de responsabilité, etc. Donc ça commence un petit peu à changer. Mais il y a eu pendant longtemps aussi un soupçon sur ça. Et puis, plus généralement, en fait, on pourrait remonter la lettre de Césaire à Torres. C'est ça, ça dit ça déjà, que la gauche n'échappe pas à ce que Césaire appelle l'impedimenta des préjugés, c'est-à-dire la façon dont des préjugés continuent de jouer et d'entraver et de faire obstacle à des rapports réellement égalitaires entre des personnes qui sont donc dans le cas de Césaire issus de colonies qui sont après devenues justement des départements d'outre-mer et des personnes de France hexagonale. Et donc à travers ça, il y a la question raciale, il y a la question de personnes qui sont noires et de personnes qui sont blanches. Et au sein de la gauche, même si ça ne se manifeste pas de la même façon, que ça n'est pas un racisme violent, encore une fois, et
comment l'expliquer ? C'est-à-dire qu'il y a... Invisible comme... Il y a subrepticement des catégories de perception qui continuent de jouer et qui se manifestent aujourd'hui aussi dans la façon dont, typiquement, quand on parle de ces questions, vous avez au sein de la gauche des gens qui vont opposer intersectionnalité et universalisme, identité, minorité, etc., sans prendre même le temps de lire ce qui se dit dans les textes comme les nôtres ou dans d'autres travaux. À aucun moment il y a dans ces textes-là une attaque de l'universalisme. Mais il y a une critique de l'universalisme abstrait, ce qui est différent. Éclairez-nous là-dessus. L'universalisme abstrait, c'est un universalisme fictif qui s'arrange des exclusions des uns et des autres ? Non, c'est pas ça. L'universalisme abstrait, c'est l'idée qu'on va arriver à produire du commun, abstraction faite des affiliations et des origines des uns et des autres. Donc, c'est encore une fois à replacer contextuellement et historiquement au moment de la Révolution française. Comme je le disais tout à l'heure, à l'époque de la Révolution française, votre destin social, il était lié à votre héritage et donc à votre affiliation. Vous naissiez dans une famille noble, vous n'aviez absolument pas le même destin que si vous naissiez dans une famille du tiers-état, même bourgeoise. Donc, au moment de créer quelque chose qui dépasse et qui permet de sortir et qui émancipe, l'idée de l'abstraction, de s'abstraire de ses origines, a été vue comme un geste fortement émancipateur. Donc voilà, ça c'est le geste premier et l'intention première. Sauf qu'après, on voit le problème avec l'abstraction, c'est qu'elle fonctionne parfaitement avec un autre mécanisme social, qui est l'invisibilisation de la domination et la façon dont les normes des groupes dominants se présentent comme allant de soi, comme étant justement la norme, universelle, justement. Et donc, très vite, l'abstraction universalisante, elle s'est articulée à une forme de renforcement de l'exclusion de certains groupes. On l'a vu à la Révolution, les femmes ont été tout de suite exclues du corps politique, et puis après, on l'a vu aussi dans le cas des affranchis. Et puis, au moment où l'universalisme abstrait n'a pas empêché qu'on rétablisse après l'esclavage, etc. Donc, l'universalisme abstrait n'arrive pas en fait à produire le commun auquel il aspire au départ. Le commun politique auquel il aspire. Donc l'idée, c'est très bien de dire on veut produire du commun. Il y a l'idée de penser que il y a une forme d'universalité, mais à mon sens, elle n'est pas produite par l'abstraction. Elle est au contraire, et on retrouve là le même geste que celui que je décrivais tout à l'heure scientifiquement sur la question de l'objectivité et la neutralité. On arrive à du commun et à de l'universalité et à une forme d'universalité si on prend en compte les expériences particulières et les expériences de discrimination des uns et des autres. Et quand on les prend en compte et qu'on arrive à voir ce que cela dit de la société, ce que cela dit sur ce qui reste à changer, on tend. Et voilà, par ailleurs, je pense que l'universel n'est jamais atteint. C'est une exigence. On est tout le temps en train de tendre vers. Et donc c'est une exigence, ou pour parler comme Kant, un idéal régulateur, c'est-à-dire quelque chose qui vient nous guider et qui nous pousse à agir dans un certain sens. Mais il faut se dire qu'on y tend, mais on ne l'atteint pas. Et on y tend sans doute beaucoup mieux en prenant en compte l'expérience particulière, et notamment les expériences particulières de domination, qu'en se disant, non, là on va postuler que tout le monde est égal, et qu'à partir de là, il n'y a plus rien à faire, l'égalité est assurée, et donc en fait, on aboutit au contraire à des productions d'inégalités sur des pans entiers de la société. Et alors, comment on retrouve ce commun à gauche dont vous parliez dans un contexte politique que l'on connaît, particulièrement réactionnaire, quelques semaines après des élections régionales qui ont brillé par un taux d'abstention record, notamment chez les jeunes, en banlieue, à un an de la présidentielle. On craint un peu justement que ces divisions participent d'un énième échec de la gauche. On vous reproche d'aller sur un terrain où la droite est finalement très à l'aise, sur les questions identitaires, avec des usages bien différents. Je parle là du niveau politique. Alors, comment on fait pour retrouver un commun ? Comment vous ne pas laisser à la droite le monopole du sens des mots, surtout quand la droite déforme le sens des concepts. Rien n'empêche la gauche de s'approprier les questions intersectionnelles, les questions de racialisation, d'expliciter, de montrer justement et d'offrir un contre-discours
en intégrant ça, assumer bien sûr, et en intégrant ça à d'autres éléments qui sont plus classiques de la gauche, comme la question de la classe et de la redistribution. Il y a un boulevard ouvert aujourd'hui pour la gauche, en pensant l'articulation de ces questions minoritaires avec les questions de redistribution économique et sociale et de la question écologique, qui par ailleurs est elle-même la résultante de ces et se retrouve elle-même à un point de croisement entre des questions d'inégalité économique et sociale et des questions liées à l'histoire coloniale, encore une fois, et aux formes de, et au sexisme, etc. Donc, voilà, il ne tient qu'à la gauche d'assumer ça et de s'emparer de ces questions, en fait, plutôt que d'être juste dans une situation où on est en train de rassurer les gens en disant « Attention, ne croyez pas qu'on soit si à gauche ». Alors, je donne un discours global et il y a des personnes au sein de la gauche qui n'ont pas cette position. Je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais le discours dominant qui se dégage, c'est une espèce de position où on est toujours un peu en train de s'excuser et on court toujours après un programme normatif et idéologique qui est défini par la droite. Une forme de gauche décomplexée, on pourrait dire, Sarah Une Mazouz. gauche assumée, plutôt. Une gauche assumée. Merci beaucoup, Sarah Mazouz, pour cet entretien que j'espère instructif. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et on peut toutes les deux rêver et appeler un retour du débat scientifique, critique, argumenté, respectueux des orientations des uns et des autres, sans que cela se réduise à des invectives que l'on a connues. Voilà. Merci infiniment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Vous pouvez nous soutenir en vous rendant sur notre site internet blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.